Alors encore une fois, salut tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono, je suis un Congolais d'origine qui vit ici dans la diaspora aux États-Unis, plus précisément dans la ville de Chicago. La journée d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'intéressant. On va parler du real estate. La fois passée, on a parlé de quelque chose un peu comme la politique, mais ce n'était pas la politique. Mais aujourd'hui, on va parler du real estate. Et l'émission d'aujourd'hui est surtout importante pour tous ceux qui habitent aux États-Unis, les Congolais ou les Africains qui habitent dans la diaspora. L'émission d'aujourd'hui est très importante parce qu'on va parler d'une stratégie. On va parler de la stratégie de comment vous devez faire pour vous acheter une autre maison après que vous ayez déjà acheté la première. Donc ça, l'émission d'aujourd'hui, c'est pour les gens qui ont déjà des maisons et qui se demandent comment ils vont faire pour s'acheter une autre maison. Si vous comptez aussi vous lancer dans le real estate ici aux États-Unis ou acheter des maisons ici aux États-Unis, l'émission d'aujourd'hui aussi est importante pour vous parce que vous allez quand même apprendre certaines choses, surtout si vous êtes un locataire. Si vous êtes un locataire, l'émission d'aujourd'hui aussi pour vous. Donc restez branchés et on va en parler dans quelques instants. À plus. Je vois que la plupart des gens qui sont en train de regarder le show ne sont pas abonnés. C'est bizarre que 90% ou 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc je vais vraiment vous demander de prendre un moment, de vous abonner. Cliquez sur pause maintenant. Cliquez sur pause. Abonnez-vous, likez et puis continuez l'épisode. Donc, si vous pouvez le faire, ça va aider la chaîne. Comme ça, plusieurs personnes pourront découvrir la chaîne. Et vous avez regardé, donc quelqu'un d'autre comme vous peut regarder aussi tout ce contenu. Donc, si vous avez vraiment, vous n'êtes pas abonné, si vous n'avez pas encore liké, faites-le et comme ça va aider la chaîne et tout ça. Et pour tous ceux qui l'ont fait déjà, comme je dis toujours, merci beaucoup de l'avoir fait. Et donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, aidons-nous. Moi, je vous donne du contenu et vous m'aidez à grandir ma chaîne. Donc, c'est un peu ça notre deal. Si vous l'avez remarqué, si vous avez remarqué ces derniers temps, vous allez voir que le prix du real estate aux États-Unis ici est vraiment en train d'augmenter. Et avec l'inflation et toutes ces histoires, vous remarquez que les prix des biens immobiliers sont vraiment en train d'augmenter. Si vous essayez d'acheter un bien immobilier, vous voyez vraiment combien c'est difficile. Et sans compter encore, sans parler des intérêts, les intérêts ont vraiment augmenté. Donc c'est difficile vraiment de vous taper un real estate ou bien une property, surtout quand vous êtes dans un marché qui est vraiment chaud, comme il y a des marchés comme le marché à Dallas, et partout, presque partout au Texas, à Atlanta, il y a des marchés qui sont quand même chauds. Et dans des marchés comme ça, c'est difficile de trouver quelque chose à un bon prix parce que tout le monde veut aller dans ce secteur parce que ce sont des secteurs qui attirent beaucoup de gens. Et la raison pour laquelle je pousse les gens dans le real estate, c'est parce que si vous suivez les entrepreneurs américains, vous suivez tous les gens qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat américain et qui sont devenus successful dans le monde, la plupart ont commencé dans le real estate. Et quand vous entendez les histoires de tous ces gens, ils vous disent qu'on a commencé à se créer des richesses à partir du real estate. Donc, il est safe de dire que si vous voulez vraiment devenir riche aux États-Unis, ou bien dans des pays comme le Canada, vous devez vous lancer dans le real estate. Le real estate, c'est la façon la plus facile pour vous de devenir un millionnaire, de devenir peut-être pas un milliardaire, mais surtout un millionnaire ici aux États-Unis. Quand vous voulez atteindre le milliard, peut-être vous devez faire un peu plus de choses, créer d'autres compagnies, mais le real estate, c'est vraiment, vous pouvez atteindre des milliards si vous comptez vraiment vous lancer dans tout ça et devenir comme des Donald Trump et tous ces gens et vous lancer vraiment dans construire vraiment des grands commercial real estates. Mais disons que vous êtes seulement comme les autres, comme nous les Africains, on se lance seulement dans l'entrepreneuriat parce qu'on a envie de s'occuper de nos familles, on a envie d'avoir une bonne retraite, on a envie seulement d'avoir un peu d'argent au cas où si nos boulots ne marchent pas, on est quand même, on est un peu sécurisé. Donc on sait qu'on est en train de chercher au fait, c'est le financial freedom. C'est ça qu'on est en train de chercher. Dans le real estate, quand je pousse, je vous dis que vous devez vous lancer dans le real estate, je ne vous dis pas que vous allez devenir riche, je ne vous dis pas que vous allez devenir nécessairement millionnaire ou bien milliardaire. Ce que je suis en train de vous dire est que
Si vous êtes en train de rechercher le financial freedom, où vous êtes quand même à l'aise financièrement, la meilleure stratégie pour vous en tant qu'Africain, en tant que Congolais, si vous habitez ici aux États-Unis ou bien au Canada, c'est de vous lancer dans le real estate. Et dans cette émission ici, dans Son of Congo, souvent je parle de ça pour vous dire, pour vous démontrer comment les gens qui se lancent dans le real estate se font de l'argent. Donc si vous avez l'occasion, allez regarder les autres épisodes où je parle souvent de certaines stratégies dans le real estate ou bien comment les gens se font de l'argent. Il y a même un autre épisode où j'ai parlé de ma propre situation à moi-même. J'ai même donné mes chiffres parce que quand vous êtes en train de parler en termes de real estate, en vérité, vous êtes en train de parler des chiffres. Si vous êtes quelqu'un qui investit dans le stock market, si vous êtes en train d'investir dans le stock market, la bourse, si vous investissez dans d'autres histoires, dans le real estate, si vous êtes vous avez un peu peur de vous lancer dedans, le real estate, c'est que vous devez faire, la chose sur laquelle vous devez faire attention, ce sont les chiffres. C'est seulement un jeu de chiffres. Ce sont les dépenses, ce sont les revenus, et vous êtes en train de faire vos calculs. Et si le calcul check good, vous avancez. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment si compliqué que ça. Dans les autres investissements, comme dans la bourse, vous devez un peu regarder, vous devez voir comment la compagnie va se porter dans 10 ans. Vous ne savez pas vraiment qu'est-ce qui peut affecter la performance de la compagnie. C'est pour ça que moi, investir dans la bourse, dans le stock market, ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant pour moi. Oui, vous devez diversify votre portfolio, c'est-à-dire que d'un côté, vous devez mettre de l'argent dans le stock, vous pouvez mettre dans le 401k, vous pouvez mettre dans le real estate, vous pouvez mettre dans plusieurs histoires, dans l'agriculture et tout ça. Mais moi, ce que je suis en train de dire est qu'au lieu de mettre cet argent dans le stock et de parier sur une compagnie et l'environnement des affaires, c'est mieux de mettre ça dans quelque chose comme dans le real estate où vous savez déjà que l'histoire nous a montré que le prix d'un real estate, le coût du real estate fait qu'augmenter over time. Les prix de real estate diminuent rarement. Ça veut dire que quand vous achetez un real estate aujourd'hui, vous pouvez parier vraiment à 90, à 70, à 80% que ce real estate-là va commencer à augmenter en valeur. Mais quand vous achetez par exemple un stock, que ce soit un truc de crypto, que ce soit un stock de Tesla ou quelque chose comme ça, c'est pas garanti que ça va. Bon, Tesla, c'est un bon stock. Disons que, parce que Tesla, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que Tesla arrive à ce niveau, donc c'est vraiment un betting. Vous êtes en train de parier. Mais la plupart des stocks, vous ne savez pas que ça va performer comme ça. Vous devez faire vos recherches. Vous devez regarder quelle technologie cette compagnie est dans quel milieu elle est en train d'opérer, sa technologie, la politique du pays où cette compagnie se trouve. Peut-être que c'est une compagnie chinoise. Vous vous dites qu'elle va faire vraiment des grands profits dans le futur. Mais d'un côté aussi, vous vous dites que cette compagnie opère aussi en Chine. Comment la politique de la Chine va agir par rapport ce sera comment que l'atmosphère de ce pays, comment ça va impacter la performance de la compagnie. Et malgré ça, il y a d'autres qui se lancent quand même, ils achètent des stocks et vous allez voir que soit la compagnie fait faillite et vous perdez votre argent, ou bien la compagnie reste seulement à un bon niveau. Mais le real estate, c'est un peu mieux que la plupart. Pour moi, en tout cas, c'est mieux que la plupart de ces stocks, à moins que vous ayez acheté Tesla. Mais en tout cas, le real estate, même si vous avez acheté Tesla, Tesla ne va pas vous donner les bénéfices des taxes. Donc, on va parler de quelques bénéfices du real estate. Et c'est là vraiment dans les bénéfices que les gens gagnent de l'argent. Donc, le real estate, ce n'est pas seulement un investissement qui est bien en termes d'investissement, comme les Tesla et tout ça, mais il y a beaucoup d'effets qui suivent, qui vous permet vraiment de gagner des richesses, comme par exemple le fait que vous allez éviter de payer beaucoup de taxes quand vous allez toucher votre paycheck. Donc, il y a une mouche ici, vous allez m'excuser, la fenêtre est ouverte. Mais ce que je disais est que le real estate, c'est un bon investissement. C'est à cause de ça que moi, je dis aux gens de vous lancer dans ça. C'est parce que c'est un investissement qui est stable et la plupart du temps, le prix des maisons va augmenter et ça ne va pas diminuer. Donc, si aujourd'hui, vous êtes quelqu'un qui n'a pas une maison et vous vous demandez si vous devez vous acheter
Donc, si aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui n'a pas une maison et vous êtes un locataire et vous vous demandez si vous devez vous lancer dans le real estate, surtout comme je disais dans l'épisode passé, les Congolais qui sont à Dallas, il y en a beaucoup qui se disent qu'ils ne vont pas se lancer dans le real estate, ils ne vont pas acheter parce que les prix sont chers, parce que les intérêts sont élevés. Moi, je vous dis que plus vous êtes en train de rester dans votre situation dans les appartements, plus vous êtes en train de perdre de l'argent. L'argent que vous êtes en train de payer dans les appartements maintenant en loyer, c'est de l'argent que vous êtes en train vraiment de jeter. Vous êtes en train de construire des richesses pour quelqu'un d'autre. Au lieu de vous poser les questions de savoir si vous devez vous lancer dans l'achat d'une maison ou pas, lancez-vous dans l'achat d'une maison. Parce qu'à partir de ce moment-là, tout l'argent que vous serez en train de payer à la banque, ça sera de l'argent que vous êtes en train d'investir en vous-même. Et cet argent, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec cet argent et comment ça peut vous aider à commencer à répliquer le même système où vous allez commencer à vous acheter une maison et utiliser encore cet argent pour vous acheter une deuxième maison, utiliser ce même argent pour acheter une troisième maison. Donc là, vous allez utiliser cet argent pour vous acheter une troisième maison. Donc, vous allez commencer à vous créer des richesses, acheter plusieurs maisons, mettre des locataires à l'intérieur, vous faire un cash flow. Mais dans tout ça, vous n'avez pas mis de votre propre argent à l'intérieur. C'est le système qui est en train de travailler pour vous. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, comme je disais, le prix de real estate a vraiment augmenté ici aux États-Unis. Et si vous êtes quelqu'un qui a déjà acheté une maison, vous savez que le prix des real estate, si vous ne le savez pas, le prix des real estate a vraiment augmenté. Ce que ça signifie pour vous, ça veut dire que si vous avez acheté votre maison, disons l'année passée, et que vous avez payé quelque chose comme 300 000 $ pour cette maison, dans beaucoup de marchés, maintenant, cette même maison que vous avez achetée à 300 000 $ vaut quelque chose comme 320 ou 330 000 $. Ça veut dire que la maison que vous avez achetée l'année passée à 300 000 $, aujourd'hui, vous pouvez la revendre à 330 000 $, malgré que vous habitez dans cette maison. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est la chose la plus importante que vous devez savoir en tant que real estate owner, la personne qui a acheté la maison. Pourquoi c'est quelque chose qui est important pour vous? C'est parce que dans tout ça, les 30 000 $ de extra que vous avez gagné, c'est ce qu'on appelle equity. L'equity, c'est ça qui permet maintenant aux gens de faire beaucoup de choses dans le real estate. Et ici, maintenant aux États-Unis, dans cette période ici d'inflation, beaucoup de gens qui ont des real estate maintenant ont maintenant beaucoup de equity. Ça veut dire que la valeur de leur maison a vraiment augmenté par rapport au prix auquel eux, ils ont acheté cette maison. Mais si vous êtes dans le real estate, vous allez vous dire maintenant c'est quoi le equity. Si vous n'êtes pas dans le real estate, ou bien si vous êtes quelqu'un qui n'est pas vraiment, vous ne comptez pas vraiment vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous allez vous demander c'est quoi l'equity. Parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui s'achètent une maison et eux, ils achètent seulement la maison pour habiter dedans. Ils auront des billes, ils auront d'autres projets à faire, mais ils ne savent pas vraiment où trouver l'argent pour faire tous ces projets. Eux tous, ils oublient qu'il y a quelque chose qu'on appelle equity. Et equity, la raison pour laquelle les gens oublient ça, c'est parce que c'est de l'argent invisible, c'est de l'argent qui ne se voit pas. Je vous ai dit que votre maison, vous l'avez achetée à 300 000 $. Aujourd'hui, la maison vaut 330 000 $, ou bien vous pouvez la revendre à 340 000 $. Pour vous, ça n'a rien changé. Cette augmentation n'a pas d'effet à moins que vous décidez de revendre la maison. Mais si c'est votre maison de famille, si vous habitez là-bas avec vos enfants et tout ça, vous n'allez pas la revendre seulement parce qu'elle a augmenté en valeur. Donc ça, c'est une stratégie. Peut-être quelqu'un qui a plusieurs maisons, il va dire, ok, je vais vendre une parce que elle a augmenté en valeur, je vais faire ça, je peux la vendre. Mais votre propre maison, c'est votre maison de famille, vous n'allez pas la vendre. Mais dans le real estate maintenant, vous pouvez utiliser toujours cet argent-là que vous avez gagné en valeur. Et c'est ça qu'on appelle equity. Donc, quand vous êtes en train de vous demander le equity, c'est quoi? Le equity, en termes simples vraiment, c'est la différence entre la valeur de votre maison aujourd'hui et la valeur quand vous l'avez acheté. Cette différence-là de prix, c'est ce qu'on appelle le equity. Et ici aux États-Unis, cet argent, ce equity-là, comme je vous dis, c'est quelque chose qui est invisible, c'est pas quelque chose que vous allez voir, mais c'est quelque chose que les banques ici aux États-Unis et à l'étranger, dans d'autres pays,
vous permet de rentrer à l'intérieur et d'utiliser cet equity. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, si vous êtes peut-être un Africain, ou bien si vous êtes un investisseur, un Congolais, un Africain, un investisseur africain, entrepreneur africain, vous allez peut-être vous poser la question de savoir comment maintenant vous pouvez gagner maintenant de l'equity dans votre maison. Et ça, c'est la chose la plus intéressante dans le real estate. Parce que ce equity-là a plusieurs options. Il y a plusieurs manières pour vous de pouvoir gagner de l'equity dans votre maison. Une des options, c'est le down payment. Disons que votre maison, comme vous l'avez acheté l'année passée, elle coûtait 300 000 $. Et vous avez donné quelque chose comme 20% down pour cette maison. Ça veut dire 300 000 $, c'était peut-être 60 000 $, quelque chose comme ça pour 20%. Donc vous avez pris 20%, vous avez donné comme un down payment dans une maison qui vous coûte quelque chose comme 300 000 $. Ça veut dire qu'en réalité, il vous reste seulement 240 000 $ à payer. Ça veut dire que dans cette maison-là, une maison de 300 000 $, et vous avez donné déjà 60 000 $ de down payment, il vous reste 240 000 $ à payer. Vous avez déjà gagné un equity de 60 000 $ dans cette maison. Ça veut dire que ce 60 000 $, vous pouvez l'utiliser. Et les banques vous permettent de l'utiliser. Il y a une autre façon encore, ça c'est quand vous êtes en train de gagner de l'equity à partir de votre down payment. Une autre façon de gagner de l'equity, c'est avec l'appreciation. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. L'appreciation, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu le marché. C'est la valeur d'un bien. Et quand j'étais en train de vous dire que le real estate augmente toujours de valeur over time, c'est parce que le real estate, contrairement à d'autres biens, et ça aussi c'est quelque chose que j'ai expliqué dans d'autres épisodes, si vous avez le temps, allez regarder. Ici je passe un peu seulement rapidement. Le real estate par rapport à d'autres biens, c'est un bien qui appreciates en value. Ça veut dire qu'il y a des biens que quand vous achetez ça, la plupart des biens physiques, quand vous les achetez, la valeur de ce bien diminue. Mais le real estate, c'est un bien que quand vous achetez, la valeur commence à augmenter over time. Si vous achetez peut-être une voiture, vous pouvez acheter une voiture de 50 000 $. Dès que vous achetez cette voiture et vous l'emmenez chez vous, la valeur de cette voiture-là commence directement à diminuer. Ça commence à descendre, 49 000. Donc, quand vous allez décider de vendre cette voiture, vous allez la vendre à moins que le prix que vous avez acheté. Et ça, c'est comme ça avec beaucoup de biens physiques. Mais le real estate, c'est quelque chose de différent. Dans le real estate, maintenant, quand vous achetez ce bien-là, vous avez cette possibilité maintenant que le bien puisse augmenter en valeur. Donc, chaque année ici aux États-Unis, on dit que le bien augmente en valeur peut-être à 6%. Dans un marché qui est normal, dans les banques, quand vous laissez votre argent, peut-être les banques du Congo, vous laissez votre argent, vous gagnez de 2% annuellement, ce qui est déjà un peu bizarre parce que moi, quand je suis allé au Congo, ça c'est une parenthèse encore, comme je fais toujours, j'ai mis de l'argent dans une banque parce que je devais ouvrir mes comptes des entreprises. C'était 5 entreprises où la NAPI m'a accompagné pour faire les dossiers et tout ça et avoir les papiers pour toutes ces entreprises. Donc, c'est seulement des papiers. Et la NAPI m'a accompagné dans tout ça. Excusez-moi encore avec la mouche. La NAPI m'a accompagné dans tout ça. Et ce qui est intéressant est que les banques, la NAPI vous dit, le système au Congo vous dit que vous devez aller ouvrir un compte en banque avant que le dossier continue. Donc c'est un peu bizarre que avant que vous puissiez ouvrir une compagnie, vous devez avoir un compte bancaire. Parce qu'ici aux États-Unis, c'est deux processus qui sont vraiment indépendants l'un de l'autre. Mais là-bas, apparemment, c'est comme ça qu'on vous exige ça. Et l'argent que j'ai mis dans la banque, le montant que j'ai mis dans la banque, pendant que mon séjour que j'étais au Congo, disons par exemple, je donne un exemple, parce que la NAPI vous dit que vous devez mettre quelque chose comme 100 $ minimum. Donc disons que j'ai mis pour 5 compagnies un minimum de 500 $. Chaque jour, j'étais en train de voir comment, bon, peut-être pas chaque jour, mais après 2, 3, 4 jours, je voyais comment les filles, donc il y a des frais que les banques sont en train d'appliquer, et je voyais comment cet argent est en train de diminuer chaque jour. Je vous dis que j'ai mis quelque chose comme X amount, disons que j'ai mis 500 $ pour les 5 compagnies. Chaque jour, j'ai vu cet argent diminuer et cet argent est arrivé à zéro sans que j'ai touché cet argent.
Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui est un vrai problème dans les banques en République démocratique du Congo. Comment vous pouvez laisser de l'argent dans votre compte et chaque jour, vous êtes en train de voir votre argent diminuer jusqu'à quand vous arrivez à zéro sans avoir peut-être touché cet argent. Et à cause des frais, il y a des frais, et c'est passé très rapidement. C'est même pas que comme ici où ça prend du temps vraiment que les frais, ce sont des 12 dollars et trucs comme ça. Mais là-bas, c'est rapide. Donc les frais, et tout l'argent est parti sans que je puisse même toucher cet argent-là. Donc ça, c'est quelque chose, mais aujourd'hui, j'entends que les gens disent qu'ils mettent leur argent en banque et ça leur rapporte, au Congo, on les promet quelque chose comme 2%. Donc vous voyez déjà que quand vous achetez votre real estate aux États-Unis, vous achetez aujourd'hui, vous êtes un peu garanti d'avoir, parce qu'en moyenne, c'est à peu près 6% chaque jour que ça va augmenter, chaque année, que le bien immobilier va augmenter en valeur. Mais vous regardez, si vous prenez l'argent et vous mettez dans un compte en banque, vous gagnez seulement 2%. Malgré que moi, dans mon expérience, j'ai tout perdu. Donc, je ne crois même pas qu'en vérité, vous allez gagner ces 2% si vous faites attention vraiment à votre compte bancaire. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important quand vous êtes en train d'envisager déjà de vous lancer au real estate. Comprenez déjà que chaque année, votre bien immobilier va commencer à grandir en valeur. Et cette valeur-là, c'est ça qu'on appelle appreciation. Et cette appreciation, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Parlons d'abord du loan pay down. Parce qu'il y a trois choses. Je voudrais dire la première chose, c'est le down payment. Quand vous donnez votre down payment, ça fait descendre directement. Il vous reste moins à payer, donc vous avez gagné de l'equity. Je vous ai dit que l'appreciation, ça veut dire que la valeur de votre bien immobilier a augmenté par rapport à la valeur quand vous l'avez acheté. Et l'autre truc, c'est maintenant le loan pay down. Le loan pay down, ce sont les paiements que vous êtes en train de faire chaque mois. Et c'est ici que je dis que les gens qui sont en train de louer votre maison, c'est un peu de l'argent que vous êtes en train de jeter parce que dans le loan pay down, c'est votre mortgage quand vous achetez une maison. Cet argent, ça fait partie de votre equity. Ça veut dire que dans une année, peut-être si vous payez 1000 dollars à la banque, après 12 mois, vous avez donné quelque chose comme 12 000 dollars à la banque. Et dans ce 12 000 dollars-là, peut-être 7 000 dollars est parti directement dans votre equity. Ça veut dire que cet argent-là est quelque chose que vous pouvez retirer. Vous pouvez retirer dans le futur et que vous pouvez utiliser. Ça veut dire qu'en réalité, votre rent n'était pas de 1000 dollars. Parce qu'il y a une bonne partie de votre rent qui est partie dans votre equity et que vous pouvez retirer cet argent. Non seulement ça, il y a une bonne partie que vous avez payé encore dans votre rent de 1000 dollars qui est partie dans les taxes. Et certaines taxes, vous pouvez récupérer. Non seulement ça encore, il y a une partie de ces 1000 dollars qui est partie dans les intérêts. Et cet intérêt-là, à la fin de l'année, vous pouvez encore le récupérer. Donc, quand vous êtes en train de payer 1000 dollars de mortgage pour acheter, quand vous avez une maison, en réalité, votre loyer, vraiment, ce n'est pas 1000 dollars par mois. Vous êtes quelque chose dans 500 dollars par mois comme ça. Parce que la plupart de l'autre 500 dollars, c'est de l'argent que vous pouvez récupérer et prendre et investir. Et il y a des mécanismes qui peuvent vous aider à faire ça. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment powerful avec le real estate. Quand vous êtes en train de penser à combien vous allez payer chaque mois pour une maison, il ne faut pas penser en termes de... C'est comme si je suis en train de payer, je paye mieux avec le loyer quand je suis locataire qu'avec une maison. Non. Pensez à ça en termes qu'avec le locataire, je suis en train de payer mon bailleur et tout l'argent que je suis en train de le payer, c'est de l'argent que je suis en train de lui donner. Mais avec le mortgage, je suis en train de payer peut-être plus à la banque, mais il y a une bonne partie de cet argent qui me revient en termes de tax benefits ou bien en termes de equity. Donc, c'est de cette façon que vous devez penser à ça. Mais ici, rentrons maintenant, ça, ce sont les trois choses. Loan pay down, appreciation et le down payment. Maintenant, rentrons un peu dans l'appreciation, parce que c'est l'appreciation la chose la plus importante ici. Quand vous êtes dans l'appreciation, il y a maintenant deux façons que vous pouvez gagner de l'appreciation. Il y a de l'appreciation qui est gagnée naturellement. Comme je vous ai dit ici, votre maison augmente naturellement ici aux États-Unis de 6% chaque année. Donc le 6% chaque année, les 4%, 5% chaque année, ça dépend du marché où vous vous trouvez. C'est quelque chose, c'est une appreciation qui est en train d'augmenter chaque année. Vous pouvez au moins compter sur ça.
Ça, c'est une appreciation qui est naturelle. Le down payment, c'est quelque chose que vous contrôlez. Si vous voulez avoir plus d'equity dans votre maison et vous avez plus d'argent, vous pouvez vous dire, OK, je vais donner un plus grand down payment. Vous pouvez contrôler ça. Mais une fois que vous avez donné ce down payment, il n'y a plus moyen de le changer. Disons que votre maison coûtait 300 000 dollars quand vous l'avez achetée et cette année ici, disons qu'elle est restée au même niveau à 300 000 dollars. Si quand vous l'avez achetée, elle était en train de coûter 300 000 dollars et que vous avez pris 56 000 dollars et vous avez fait des réparations à cette maison, des réparations stratégiques, ça veut dire la cuisine, vous avez renouvelé la cuisine, renouvelé la salle de bain, vous avez fait quelques réparations, le toit, des histoires vraiment qui sont stratégiques, pas n'importe quelle réparation. Ça veut dire que vous avez mis 50 000 dollars de plus dans cette maison qui coûtait 300 000 dollars. L'année prochaine, cette maison-là, quand vous allez partir à la banque pour évaluer cette maison, ils vont évaluer cette maison à 350 000 dollars. Parce que vous avez mis 350 000 dollars pour améliorer la maison, pour améliorer la valeur. Vous avez fait des réparations qui vous ont coûté encore 50 000 dollars. Ça veut dire que vous avez forcé maintenant votre maison à augmenter de prix. C'est ça qu'on appelle maintenant forced appreciation. Le forced appreciation, c'est quand vous êtes en train de faire des histoires, des améliorations dans votre maison. Vous êtes en train d'investir dans votre maison en faisant des réparations pour forcer maintenant le prix de votre maison à augmenter. Aux États-Unis, vous achetez une maison à 300 000 dollars, comme je disais l'année passée. Vous avez mis 50 000 dollars à l'intérieur. Même si, disons que l'année prochaine, la maison n'a pas gagné de valeur en termes de appreciation naturellement, si vous avez fait toutes ces réparations, votre maison directement est à 350 000 dollars. Donc, ça veut dire que les 50 000 dollars de-dessus de equity, vous pouvez retirer cette maison. Vous pouvez retirer cet argent. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le forced appreciation. Vous avez forcé ça vous-même. Et c'est la même chose aussi quand vous êtes en train de faire vos paiements chaque mois, quand vous êtes en train de payer la banque chaque mois dans votre mortgage. Vous pouvez aussi dire à la banque que, OK, je suis à terme, comment on dit en français? Ici en anglais, on dit je suis current avec tous mes bills, donc je vous ai payé tout ce que je dois vous payer. Et j'ai envie maintenant que cet extra 10 000 dollars que je suis en train de vous donner parte seulement sur mon principal. Ça veut dire que ça va affecter seulement mon equity. Si, par exemple, disons que j'ai acheté une maison de 300 000 dollars l'année passée et il y a quelque chose qui arrive au Congo, j'ai fait un business et j'ai gagné 50 000 dollars au Congo. Je peux prendre cet argent et venir à ma banque et dire que, bon, je vais vous donner ces 50 000 dollars, mais dans ces 50 000 dollars, je n'ai pas envie que vous utilisez ça pour les taxes, je n'ai pas envie que vous utilisez ça pour les intérêts, je n'ai pas envie que vous utilisez ça pour le escrow account, je n'ai pas envie que vous utilisez ça pour ça. J'ai envie que vous utilisez ces 50 000 dollars seulement pour mon principal. Donc, ça va partir directement dans mon equity. Et ici, je vous dis que je suis à terme. Ça veut dire que j'ai pas leurs dettes. Je suis à terme avec tous mes paiements et je suis en train de les donner un autre paiement. Au lieu de donner 1000 dollars que je les paye chaque mois, j'ai envie de leur donner 50 000 dollars. Mais au lieu de leur donner 50 000 dollars directement pour qu'ils appliquent ça dans mon loan, je leur dis ces 50 000 dollars, j'ai envie seulement que ça parte dans la partie de mes principaux. Comme ça va toucher à mon equity. Et vous allez voir que au lieu que l'année prochaine, au lieu que je dois à la banque peut-être 300 000 dollars, bon, ça sera réduit maintenant à 250 000 dollars. Donc, j'aurai gagné de l'equity avec le paiement que je les ai donné extra. Donc, il y a plusieurs façons que vous pouvez faire pour forcer l'appreciation de votre maison ou bien forcer le equity dans votre maison. Et les investisseurs américains jouent sur ça. Donc, que ce soit une maison qui était abandonnée, ils essaient de la renouveler. Que ce soit une maison nouvelle qui a déjà été renouvelée. Que ce soit une maison, ça. La stratégie est de pouvoir jouer avec le equity. Quand vous avez de l'equity dans la maison, vous pouvez retirer cet argent et faire d'autres investissements avec. Donc, c'est ça la stratégie. Et ici, maintenant, quand on est en train de parler en termes d'equity, je parle en termes de la stratégie de plusieurs personnes qui sont dans le real estate. La stratégie est que vous mettez de l'argent à l'intérieur, soit en améliorant la maison, ou bien en down payment, ou bien en loan pay down.
Mettez de l'argent à l'intérieur. Cet argent, c'est un sunk cost. Ça veut dire que vous avez déjà payé pour ça. Vous ne devez plus la considérer. L'année prochaine, vous aurez cet equity. Vous prenez cet argent, vous retirez cet argent de la banque. Vous prenez ce même argent, vous mettez ça encore dans le down payment d'une autre maison. Vous achetez la maison. Et puis l'année prochaine, vous retirez encore cet argent, vous achetez. Donc vous aurez un système où vous êtes en train seulement de mettre le même argent, vous êtes en train de recycler le même argent et vous êtes en train de mettre des locataires partout dans ces maisons qui sont en train de vous payer, qui sont en train de payer pour tous ces loans. Donc c'est un peu ça la stratégie quand les gens regardent comment se créer des richesses aux États-Unis. Que vous soyez quelqu'un qui veut investir dans le real estate ou vous êtes quelqu'un seulement qui veut être dans le home ownership, vous devez savoir que vous avez cette option-là d'utiliser votre equity au lieu de laisser ça rester dans votre maison et vous avez beaucoup de projets que vous avez envie de faire. C'est important maintenant de savoir que quand vous êtes en train d'utiliser votre equity pour votre maison et vous lancer dans d'autres projets, vous devez utiliser cette equity pour vous investir dans quelque chose qui va vous faire gagner de l'argent. Pas pour commencer à payer vos bills ou acheter d'autres histoires qui seront des liabilities pour vous. Donc ça, c'est quelque chose dont on va parler aussi maintenant. Alors, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit dans un autre épisode que si vous comptez vous acheter une maison aux États-Unis, ne vous achetez pas une maison, une single family. Une single family home, ça veut dire c'est une maison où une seule personne peut habiter, ou une seule famille peut habiter. Je vous disais au contraire de vous acheter des multi-units. Un multi-unit, c'est quelque chose où plusieurs familles peuvent habiter. Ça veut dire c'est quelque chose comme un duplex où 2 familles peuvent habiter, un triplex où 3 familles peuvent habiter, ou bien un 4 familles peuvent habiter. Là maintenant, vous entrez maintenant dans les buildings et des trucs comme ça. Ça, moi, je disais que c'est une meilleure stratégie au lieu de vous acheter une maison. Et la raison pour laquelle quand je suis en train de parler ici en termes de liability, c'est parce que, quand je vous disais dans les autres épisodes, et que quand vous êtes un Africain et vous achetez une maison et que vous habitez dans cette maison devient un liability pour vous. Ça devient un liability pour vous parce que c'est une maison qui est en train de vous faire dépenser de l'argent. Vous devez dépenser de l'argent pour le jardin, pour la maintenance, et vous devez dépenser l'argent pour le mortgage. Vous allez dépenser l'argent pour d'autres bills aussi de la maison. Il y a les HOA, des histoires comme ça. Donc vous allez dépenser de l'argent pour habiter dans cette maison. Cette maison, vraiment, en réalité, elle ne vous crée pas de l'argent. Elle vous crée l'argent. C'est toujours mieux, comme je disais dans cette maison, c'est toujours mieux, comme je disais dans cet épisode, d'acheter une maison que d'être locataire. Parce que quand vous êtes locataire, tout ce que vous êtes en train de payer, comme je disais, vous êtes en train de perdre ça. Au moins, quand vous avez une maison, c'est une liability, vous êtes en train de perdre de l'argent. Mais en réalité, comme je vous ai dit, cet argent-là c'est quelque chose qui peut vous servir à quelque chose. Donc, c'est un liability, mais vous pouvez changer cette situation et rendre votre maison, au lieu que ça devienne un liability, c'est quelque chose qui peut maintenant vous faire gagner de l'argent. Mais ce que je disais en gros, on va voir ça dans quelques instants, ce que je disais en gros est que j'étais vraiment contre pour moi, personnellement, quand il était temps que... rentrons un peu en arrière un peu, parce qu'ici maintenant on doit parler en termes de stratégie. Ma stratégie, quand vous êtes ici aux États-Unis, le gouvernement, quand c'est la première fois que vous achetez une maison, le gouvernement vous donne plusieurs programmes. Et l'un des programmes, c'est le programme qu'on appelle le FHA. J'ai parlé de ça aussi dans d'autres épisodes. Ce programme vous permet d'acheter une maison à 3,5% de down payment. Ça veut dire que le paiement que vous allez donner à la banque, ce sera 3,5% le prix de la maison que vous voulez vous acheter. Donc, si vous voulez vous acheter une maison de 400 000 $, vous devez donner seulement à la banque 3,5% pour vous acheter cette maison. Il y a aussi quelques frais pour terminer vraiment avec toutes les transactions. C'est ce qu'on appelle les closing costs. Les closing costs, ça dépend, mais vous pouvez encore ajouter un 5 000, peut-être un 5 000, un 7 000 au-dessus de cet argent. Donc, une maison de 400 000 $, c'est vraiment possible que vous puissiez vous acheter cette maison à moins de 20 000 $.
Donc, si c'est la première fois que vous achetez une maison, à cause des 3,5% down payment. Mais maintenant, la stratégie ici, maintenant, vous allez vous demander qu'est-ce que je dois acheter en tant qu'Africain, en tant que Congolais, en tant qu'entrepreneur africain. Qu'est-ce que je dois acheter? Est-ce que j'ai une opportunité de m'acheter une maison à 3,5%? Est-ce que je dois m'acheter une maison, une single family home, ou bien est-ce que je dois m'acheter un building où je peux mettre 3 familles et moi-même? C'est ça maintenant, c'est ici maintenant la stratégie. C'est ici maintenant qu'on parle maintenant en termes de qu'est-ce que de real estate investment. Il y a des gens qui se disent qu'ils vont s'acheter une maison, ils vont vivre avec leur famille et ils vont rester dans cette maison. Ces gens-là ont investi dans le real estate, mais ils ne comptent pas vraiment s'acheter plusieurs maisons après ça. Eux, leur stratégie, c'est on va entrer à l'intérieur, on va vivre là-bas et puis peut-être un jour, on va s'acheter une autre maison. Mais il y a d'autres qui se lancent dans le real estate, comme moi par exemple, où ma stratégie est de m'acheter plusieurs maisons, peut-être une maison chaque année si c'est possible, ou bien une maison chaque 2 ans si c'est possible. Donc ma stratégie est différente que la stratégie d'une autre personne qui veut seulement s'acheter une maison. Moi, je suis en train de penser en termes de comment faire grandir mon portfolio, comment faire grandir, gagner de richesse, comment... Donc, je pense un peu à notre terme. Et c'est un peu ça, dans ça que je me suis trouvé, dans cette situation que je me suis trouvé, et beaucoup d'Africains vont se trouver aussi dans cette situation. Moi, dans ma stratégie, je me suis dit que c'est mieux pour moi de m'acheter un building. Donc, le gouvernement vous donne cette opportunité d'acheter une maison à 3,5%. Donc, c'est une opportunité que vous ne devez pas seulement utiliser comme ça abusivement, parce que l'opportunité, après ça, ce ne sera plus le cas. Après ça, toutes les maisons que vous allez vous acheter, ce sera quelque chose comme 20%. Donc, la première maison que vous devez acheter, c'est quelque chose vraiment, du point de vue stratégique, si vous voulez vous lancer dans le real estate, c'est quelque chose d'important. Est-ce que vous devez utiliser ces 3,5% pour vous acheter votre maison de vos rêves? Ou bien est-ce que vous devez utiliser ces 3,5% pour vous acheter une investment property, une maison ou bien un building qui va commencer à vous faire rapporter du cash flow? Alors maintenant, une fois que vous avez eu maintenant cet equity, qu'est-ce que vous pouvez faire pour retirer cet argent de la banque? Et ça, c'est la chose la plus importante dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Parce que je me trouve moi-même dans la même situation où j'ai acheté un real estate il y a une année et je me demande maintenant en termes de stratégie comment je vais faire pour m'acheter maintenant un autre real estate. Et c'est de ça que je voulais parler dans l'émission d'aujourd'hui. La première chose que j'avais envie de vous dire, c'était de parler de ce qu'on appelle le Home Equity Line of Credit. C'est ce qu'on appelle HELOC. Le HELOC, c'est un peu comme une ligne de crédit que vous allez prendre auprès de votre banque et c'est un peu l'équivalent de votre equity. Et c'est au fait ça le nom du loan ou bien du programme. Souvent, il y a des gens qui trouvent que c'est une bonne chose, il y a des gens qui trouvent que c'est une mauvaise chose. Disons que votre maison coûte 300 000 $, comme je vous disais dans mon exemple, et que l'année prochaine, vous vous retrouvez d'une façon ou d'une autre, que ce soit un appreciation normal ou bien que ce soit un appreciation qui a été forcé, vous vous retrouvez l'année prochaine avec quelque chose comme 350 000. La maison maintenant vaut 350 000. Vous vous dites maintenant que vous avez 50 000 $ d'equity et que vous avez envie d'utiliser cet argent. Vous allez partir auprès de la banque. Et la banque va vous proposer différentes choses pour différents programmes ou différentes stratégies pour pouvoir utiliser cet argent. L'une des stratégies, c'est de vendre la maison. Si vous vendez cette maison, vous la vendez à 350, vous l'avez achetée à 300 000, vous vous êtes fait votre 50 000 de bénéfices, mais vous n'avez plus de maison. L'autre stratégie, maintenant qu'il y a une autre stratégie que la banque vous donne, et il y a d'autres stratégies aussi, mais aujourd'hui j'ai envie de parler de la stratégie que moi personnellement je vais utiliser. Et je vais dire pourquoi je vais utiliser cette stratégie. Cette stratégie, c'est ce qu'on appelle le HELOC. C'est de ça que j'étais en train de vous parler. Ça s'appelle HELOC, Home Equity Line of Credit. Et tout ce que ça veut dire que l'argent que vous avez payé à la banque, votre equity, la banque vous a donné maintenant une ligne de crédit par rapport à cet argent.
c'est 50 000, la banque peut décider, OK, on va vous donner une ligne de crédit de 40 000. Ce qui est intéressant avec ce programme est que cette ligne de crédit-là, vous avez accès à ça comme une carte de crédit. Ça veut dire que quand vous avez envie d'utiliser cet argent, vous pouvez aller prendre cet argent et l'utiliser sans problème, juste comme une carte de crédit. Et l'intérêt que vous allez payer seulement sur l'intérêt, sur l'argent que vous avez utilisé. Vous avez une ligne de crédit de 50 000 $. Si vous utilisez 5 000 $, vous payez seulement les intérêts sur les 5 000 $ que vous avez utilisés. Et quand vous repayez tout ça, on vous donne un terme. Peut-être ce sera 5 ans, peut-être ce sera 10 ans que vous devez repayer tout ce que vous avez utilisé. Et le terme de ce line of credits, la chose que les gens n'aiment pas vraiment à l'intérieur, c'est parce que les intérêts varient. Les intérêts ne sont pas stables, ne sont pas fixes. Quand j'ai acheté peut-être ma maison à moi, mon intérêt était fixe. Moi, quand j'ai acheté ma maison l'année passée, ou bien le building l'année passée, quand j'ai investi dans le building, les intérêts étaient à 2 points, mon intérêt était à 2,75%. Donc, moi, mon option pour retirer mon equity, je ne peux pas faire un refinance. Parce que quand vous êtes en train de refinance, ça veut dire que vous êtes en train de refinancer votre loan au taux d'aujourd'hui, qui est quelque chose qui s'approche à 6%. Donc, je ne peux pas refinancer ce loan-là que j'avais eu avec la banque et prendre un intérêt qui est encore plus élevé. Ça n'aura pas de sens. Donc, mes options pour utiliser mon equity, le refinance, ce n'est pas une option, surtout que je compte garder le building. Le refinance n'est pas vraiment une option qui est très bien pour moi. Mais le line of credit, malgré que la ligne de crédit, le taux ne sera pas comme le taux de mon mortgage de 2,5%, ce taux pourra être un taux un peu plus élevé, peut-être 4%. Et ce taux, ce sera un taux qui pourra varier pendant cette période de 10 ans que j'ai cette ligne de crédit, ou bien 5 ans. Ce taux-là pourra varier. Et la banque va me dire que pendant tous ces 10 ans, la seule chose que moi je dois payer à la banque, c'est les intérêts. La banque ne vous demande même pas de payer tous ces 50 000 $, ou bien l'argent que vous avez utilisé. Disons que vous utilisez 5 000 $ ou 10 000 $, la banque ne va pas vous demander de payer ces 10 000 $. Tout ce que vous devez repayer à la banque on a daily basis, jour après jour, ou bien mois après mois, ce sont les intérêts. Mais ça devient maintenant quelque chose de dangereux parce que vous risquez de payer seulement les intérêts, et à la fin, vous vous retrouvez maintenant avec une grande somme que vous devez les payer pour repayer votre dette. Donc, ce ELAC, le line of credit, c'est une stratégie pour les gens qui sont quand même sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous faites mal votre stratégie, vous pouvez vous retrouver avec beaucoup de problèmes. Comme je vous dis, les gens n'aiment pas ça parce que les intérêts sont variants. C'est-à-dire que quand les intérêts augmentent, votre intérêt aussi va augmenter. Quand ça diminue, ça diminue. Mais moi, en termes de real estate, je me dis que malgré ça, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment négatif pour moi. Parce que, comme je dis, les intérêts augmentent et ça diminue ici aux États-Unis. On peut dire que ça va augmenter quelque chose sur 5%, 6%. Mais comme je dis, c'est une ligne de crédit. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cet argent. C'est une ligne de crédit qui est là. Si vous ne voulez pas utiliser cet argent, vous n'allez rien payer à la banque. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Si vous voulez utiliser une partie de cet argent, oui, l'intérêt c'est à 5%, ou bien à 4%, mais c'est seulement une petite partie que vous avez utilisée. Si vous trouvez que c'est quelque chose que vous pouvez payer, vous pouvez le repayer. Et quand les intérêts vont descendre, votre loan aussi va descendre. Donc, votre intérêt aussi va descendre. L'intérêt va augmenter dans les 10 dernières, dans les prochaines 10 années, peut-être pas. Donc, c'est quelque chose qui, ça présente un risque, mais d'un côté aussi, le risque n'est pas si grave que ça, parce que on ne va pas s'attendre à des intérêts de 15%, 20%. Ça va pas arriver. Et c'est la même chose aussi, c'est le même conseil que je vais vous proposer si vous voulez vous acheter une maison aujourd'hui. Si vous êtes un Africain et vous vous demandez si vous devez vous acheter une maison aujourd'hui, moi je vais vous dire de le faire. Et la raison pour laquelle je vais vous dire de le faire, c'est parce que si vous regardez la plupart des loans, la plupart des mortgages que les banques donnent
pour s'acheter les maisons, ce sont des loans de 30 ans. Et pendant la vie de ce loan, pendant que vous aurez cette maison, votre intérêt aujourd'hui est à 6%, mais votre intérêt ne sera pas à 6, ne va pas rester à 6% pendant 30 ans. Donc il y aura toujours un temps dans l'histoire, ou bien dans 5 ans, dans 4 ans, où cet intérêt-là va descendre. Si cet intérêt descend, si les Feds, les Federal Reserve et tous ces gens décident de faire descendre les intérêts à 2%, vous pouvez toujours refinancer votre loan et rentrer maintenant à 2%. Et la chose dans tout ça est que tout l'argent que vous avez payé à 6%, c'est votre equity, c'est toutes ces histoires, et vous pouvez faire un refinance et retirer encore de l'argent. Donc, le fait que votre loan aujourd'hui soit à 6%, à 5%, beaucoup de gens ne veulent pas acheter parce qu'ils disent que les taux d'intérêt sont très élevés. Ce taux d'intérêt-là ne sera pas le même taux d'intérêt pendant 30 ans. Ça ne sera pas le même taux d'intérêt pendant 35 ans. Et c'est souvent ça les termes des maisons. Ça veut dire que vous allez voir dans l'histoire de votre loan, d'ici là, les taux vont commencer à diminuer. Et quand ça diminue, vous faites seulement un refinancement au taux actuel. Et c'est là que vous allez continuer à ce niveau. Donc, entrez dans le jeu, commencez à créer des richesses au lieu d'attendre que les taux puissent commencer à diminuer. Les taux vont diminuer. C'est mieux que quand les taux diminuent, vous avez déjà créé de l'equity au lieu d'attendre que les taux diminuent et vous avez payé votre bailleur pendant tout ce temps. Vous avez jeté de l'argent et là, maintenant, vous devez encore reprendre à zéro quand vous aurez des taux les plus bas. Maintenant, c'est là où vous devez créer des richesses. Donc, ça veut dire que maintenant, vous devez acheter une maison. N'attendez pas prochainement ou après. Ça sera même plus difficile après de vous acheter des maisons. Donc, c'est un peu ça la stratégie avec le HELOC. D'un côté, il y a un avantage, d'un côté, il y a des désavantages. Le problème aussi est que c'est un autre paiement. Donc, ça veut dire que vous aurez un paiement avec le mortgage que vous êtes en train de faire chaque mois. Et si vous utilisez l'argent de cette ligne de crédit, vous devez faire aussi ce paiement-là à part avec votre ligne de crédit. Donc, c'est un paiement de plus. Mais comme je dis, la banque vous laisse tout le temps de payer ce paiement-là quand vous voulez. C'est quand vous voulez que vous allez payer ce paiement, tant que vous allez payer ça dans les 10 années qui suivent et que vous allez payer tout ce que vous avez utilisé. Si vous n'avez rien utilisé, c'est votre problème, vous ne payez rien. Donc, c'est un peu ça la stratégie et moi, je trouve que c'est une bonne stratégie. Et en termes de stratégie pour vous acheter maintenant un autre real estate, c'est là que moi, je me suis dit que je peux utiliser cet argent. J'ai acheté une property l'année passée. Je peux utiliser mon equity pour me lancer maintenant dans une autre property et acheter cette property dans une autre ville. Où je disais maintenant en termes de stratégie où c'est différent, je disais que vous avez 3,5% que la banque est en train de vous dire, que le gouvernement est en train de vous dire que si vous achetez la maison pour la première fois, c'est la première fois que vous achetez une maison, vous pouvez vous acheter une maison à 3,5% de down payment. Comme je disais, quand vous avez une maison qui coûte 400 000 $, ça veut dire que vous allez acheter cette maison avec les closing costs et tout à moins de 20 000 $. Et ça, c'est une opportunité que la banque est en train de vous donner. Mais cette opportunité, c'est seulement une fois, quand vous achetez la maison pour la première fois. Maintenant, la question que beaucoup d'Africains se posent est de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant avec cette opportunité. Est-ce que je dois m'acheter une maison ou bien est-ce que je dois m'acheter un building? Le building va vous permettre de gagner du cash flow. La maison, ça sera d'un côté ce sera un liability. Ça veut dire que vous allez dépenser de l'argent parce que vous habitez dans cette maison. Et vous n'avez pas vraiment gagné de l'argent, à part peut-être avec le appreciation et toutes ces histoires, les tax benefits. C'est toujours mieux, comme je disais, que d'être locataire, mais d'un côté, ça reste toujours une liability. Avec maintenant les maisons, avec le building, maintenant c'est une autre stratégie. Parce qu'avec le building, maintenant, ça me permet de mettre des locataires à l'intérieur. Dans la vidéo passée où je vous disais que moi, dans mon building, mes locataires sont au fait les gens qui sont en train de payer le mortgage. Parce que souvent, quand vous êtes dans un building à 3 niveaux, beaucoup de gens ils vous disent que la stratégie quand vous lancez dans le real estate, c'est de faire au moins 200 $ par porte. C'est-à-dire que si vous avez une maison, disons que vous investissez dans les maisons,
Si vous achetez une maison et vous mettez un locataire au-dessus, après toutes les dépenses que vous allez faire, la stratégie est que vous puissiez rester avec un 200 $ de bénéfice. C'est-à-dire que dans une maison, par exemple un building comme le mien, si vous prenez la même stratégie, ça veut dire que je dois me faire, c'est un building de 3 familles. Une famille, la première famille c'est moi-même, donc je ne compte pas. Donc je dois me faire 200 $ et 200 $ chez les deux autres. Donc si j'arrive à me faire 200 $ chez les deux, je fais un profit de 400 $ dans ce building-là, et après avoir payé toutes les dépenses. Donc ça c'est quelque chose, et c'est un peu ça la stratégie quand vous êtes en train de parler en termes de real estate. Moi dans mon cas, le bénéfice, si moi je quitte de cette maison et je mets quelqu'un d'autre à l'intérieur, mon bénéfice est maintenant de 1 200 $ chaque mois. C'est possible que je peux mettre mon appartement à moi à 1300, 1400. Ça veut dire que tout ce que je vais mettre, parce que maintenant je suis en train de break even parce que j'habite à l'intérieur. Mais tous les gens qui veulent, si je quitte cette maison, tous les gens que je vais mettre à l'intérieur, ils vont me faire maintenant, ça va me faire un bénéfice en tout de l'argent que je vais mettre pour le loyer. Si c'est 1200, c'est 1200. Si c'est 1300, c'est 1300. Donc imaginez-vous qu'avec le premier building que je me suis acheté avec les 3,5%, je me fais un bénéfice de quelque chose comme 1200, 1400 le mois. Ce bénéfice-là que je fais en 1400 le mois, je peux l'utiliser, la banque, quand je veux acheter une autre maison. Non seulement je peux utiliser mon equity que j'ai déjà mis dans cette maison pour aller acheter une autre maison. Donc ça veut dire que je peux seulement transférer, partir chez la banque, demander un HELOC, une ligne de crédit sur mon equity, et ils vont me donner ça, et je prends cet argent et j'achète maintenant la maison que je veux, une maison de famille. Et la maison de famille, là, maintenant, c'est ça maintenant qui va devenir un liability pour moi, parce que je vais habiter à l'intérieur et je vais commencer à payer les billes de tout ça. Donc, beaucoup de gens, ils vous disent de vous acheter d'abord la maison de vos rêves avec les 3,5%. Après, vous allez vous acheter peut-être votre building ou quelque chose comme ça et faire votre cash flow. Moi, j'ai trouvé que ce n'était pas une bonne stratégie. Moi, dans ma stratégie, je voulais d'abord faire le cash flow. Parce que dans ce que je suis en train de vous montrer ici, vous allez voir que non seulement je peux utiliser l'equity pour m'acheter une autre maison, mais mon income aussi a augmenté. Parce que la banque maintenant considère maintenant que je suis en train de me faire 1200 $ par mois avec un building. Sans compter l'argent que je suis en train de me faire moi-même à mon boulot. Donc ils mettent cet income-là de mon building, ils ajoutent ça à mon income de mon boulot. Et quand vous êtes en train de regarder en termes de debt to income ratio, vous allez voir que mon income est élevé par rapport à ma dette. Et c'est ça qui va me permettre de qualifier pour une maison à un bon prix. Donc, parce qu'ils vont voir que, ok, tu as cette maison-là, le premier building, tous tes locataires sont en train de payer ton mortgage, ton loyer, ton paiement à la banque. Ça veut dire que toi, tu es en train de faire de l'argent et tu es en train aussi de te faire de l'argent à ton boulot. Donc si tu te fais tout cet argent, ça veut dire que tu peux t'acheter une autre maison de bonne qualité. Et je trouve que cette stratégie pour moi était meilleure que d'aller directement et d'utiliser mes 3,5% pour m'acheter une bonne maison. Parce que la banque m'avait approuvé pour un certain montant qui était quand même élevé. Donc la banque m'avait approuvé, je ne me rappelle plus très bien, mais je crois que c'était quelque chose comme 400 000. Avec 400 000 dans un marché comme le Texas, vous pouvez vous acheter une très belle maison avec 400 000. Une grande maison pour votre famille et tout ça. Et moi, au lieu de prendre cette approche, j'ai utilisé ces 400 000 pour m'acheter maintenant un building pour gagner du cash flow. Donc ça, ce sont les deux stratégies quand vous êtes en train de penser en termes de real estate investing. Vous serez devant ces deux scénarios et votre stratégie va dépendre de vous, ça va dépendre de ce que vous voulez faire vous-même. Et moi, je trouve que cette stratégie, surtout si vous êtes jeune et que vous n'avez pas encore une famille, tout ça, je vais vous dire que achetez-vous des real estate, achetez-vous des multi-units parce que vous pouvez habiter à l'intérieur et puis quitter, acheter encore un autre multi-unit, habiter à l'intérieur, quitter et faire la même chose jusqu'à ce que vous serez prêt à acheter votre maison de famille. Là, maintenant, vous utilisez tout l'argent de vos real estates,
vous utilisez ça pour acheter maintenant votre grande maison de famille. Donc ça, c'est une stratégie pour moi que j'ai trouvé était meilleure que la plupart des gens qui s'achètent d'abord des maisons avant d'essayer d'investir d'abord. Et quand je dis investir, c'est pas seulement un multi-unit. Il y a des gens qui ont acheté un single family unit avec leur FHA. Le seul problème est que quand vous achetez votre single family unit avec le FHA, vous devez faire un certain moment de temps, vous devez habiter dans cette maison pendant un certain moment de temps avant que vous puissiez mettre un locataire à l'intérieur et vous quittez. Donc pendant ce temps-là, c'est vous-même qui allez faire des paiements et après une année, vous pouvez quitter et mettre quelqu'un d'autre et vous pouvez toujours faire votre bénéfice de $100 après que vous ayez payé toutes les dépenses de tout ça. Donc c'est possible de faire le single family ou bien de multi-family. Moi j'aime beaucoup le système de multi-family, surtout pour les gens qui sont dans le nord, les Chicago, les Washington et tout ça. Nous on vit dans des appartements qui sont un peu des buildings. Les gens qui sont dans le sud, même single family, c'est pas un problème. C'est seulement qu'il y a des risques, il y a des bénéfices et il y a aussi des risques, mais c'est à peu près la même chose. C'est seulement que avec un multi-family, souvent vous gagnez un peu plus qu'avec un single family. Et avec le single family, quand vous n'avez pas de locataire, la maison est vide. Et si vous avez deux maisons, vous devez couvrir maintenant les deux loyers. Mais avec un multi-unit, quand vous manquez un locataire, il y a toujours des locataires dans les autres appartements. Donc ça vous permet quand même d'avoir une balance. Mais de même côté aussi, quand vous êtes dans un single family, la plupart des gens qui louent des maisons, ils ne louent pas pour quitter après une année ou 2 ans. Ils louent ça vraiment pour rester là-bas pendant 5 ans, 10 ans. Donc c'est un investissement aussi stable. Ça dépend de vous, ça dépend de votre stratégie, ça dépend de ce que vous voulez faire. Mais chaque fois que vous voulez vous demander qu'est-ce que vous allez faire avec votre FHA, avec les 3,5%, vous devez décider. Vous devez décider de ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez vous acheter votre maison de vos rêves et vous achetez peut-être votre property, votre investment property après? Ou bien est-ce que vous allez utiliser ces 3,5% pour vous acheter votre investment property et puis vous achetez votre maison de rêve après? Utilisez aussi cette maison pour vous permettre de afford la maison que vous allez vous acheter après. Donc ça dépend de stratégie. Moi j'ai utilisé la mienne, c'est pour ça que je voulais partager avec vous cette stratégie. Et c'est à ça que je suis en train de penser, c'est à ça que je suis en train de travailler. Ça fait 1 année que j'ai mon building. Je me dis maintenant que je peux prendre un line of credit, je peux prendre un HELOC. Et le marché, comme je vous disais dans mes autres épisodes, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le marché de Texas. Et je me dis que je peux m'acheter une maison au Texas. Et c'est peut-être au Texas, comme le marché est chaud, je peux voir comment m'acheter encore d'autres maisons dans les années à venir. Mais c'est ça la stratégie, c'est une stratégie vraiment simple. C'est pas une magie, c'est pas quelque chose de grave, c'est une question de chiffres. Si vous savez le faire, vous savez calculer vos chiffres, vous allez le faire. Et l'argent que je suis en train d'utiliser, c'est de l'argent que je n'ai même pas sur moi. Tout l'argent se trouve dans le real estate que j'avais acheté. C'est seulement une question de retirer cet argent et mettre ça quelque part d'autre. Donc, quand vous êtes en train de penser en termes de qu'est-ce que vous devez faire vraiment aux États-Unis et vous êtes un Africain pour commencer à créer des richesses, pour trouver vraiment ce financial freedom, moi, je vais vous dire de vous lancer dans le real estate parce qu'il n'y a rien vraiment qui sera mieux que le real estate dans tout ce que vous allez faire comme investissement ici aux États-Unis. Il y a tellement d'opportunités à l'intérieur. La preuve en est que tous les riches sont passés par là. Donc, même si vous n'avez pas utilisé cet argent pour vous acheter une autre maison, comme je disais, vous pouvez toujours prendre une line of credit pour vous lancer dans d'autres choses, dans l'agriculture, dans l'élevage. Vous pouvez ouvrir un magasin. Donc, tant que vous avez pensé à cet investissement et vous savez ce que vous devez faire, c'est comme ça que vous allez augmenter et arriver à un haut niveau. La plupart des gens qui sont riches aux États-Unis, ils ont commencé au real estate, ils ont commencé à avoir de l'equity et ils ont utilisé ce equity-là pour s'ouvrir un restaurant. Et ils sont devenus McDonald's. Ils sont allés, ils ont ouvert une gas station et ils sont devenus une compagnie comme ExxonMobil. Ils sont allés, ils ont ouvert des
des compagnies de real estate. Ils sont devenus comme les Donald Trump. Ils ont toujours utilisé le real estate pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, d'atteindre leur vision. Donc vous, commencez aussi dans le real estate et après, si vous trouvez que c'est trop de travail, lancez-vous dans quelque chose d'autre. Mais vous devez toujours continuer à investir pour vous créer des richesses.